La recherche d'un adolescent disparu près d'un réservoir au Texas s'est tragiquement conclue par la découverte de son corps. Mais ce qui n'est pas clair, c'est ce qui lui est arrivé. Nous allons passer en revue ce que nous savons, ce qui s'est passé et ce à quoi nous pouvons nous attendre avec un ancien agent de la CIA et du FBI. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Un drame dans une affaire mystérieuse à évoquer. Kenley Bomerito, âgé de 18 ans. Lorsque cette affaire a éclaté, le service de police de Georgetown, au Texas, a déclaré à l'époque que Kenley avait disparu d'un campement à Sawyer Park, près du lac Georgetown, à 10 heures du soir, le 28 novembre 2025. Fox 7 a rapporté qu'il s'agit d'une zone accessible uniquement à pied ou en bateau, donc avec un accès limité. Le lac Georgetown est un grand réservoir sur la branche nord de la rivière San Gabriel. Et selon CBS Austin, il a été signalé disparu le lendemain matin. Les habitants jugent cela inhabituel. Il est inhabituel que quelqu'un disparaisse simplement près du lac Georgetown. La police a déclaré à l'époque, je cite, « Toutes les preuves indiquent moi que Kenley n'a pas quitté la zone du lac, mais nous n'écartons aucune possibilité. » Les autorités cherchent sur terre et dans l'eau depuis la nuit dernière et continueront les recherches. Maintenant, selon l'Austin American Statesman, le lundi 1er décembre, le chef de la police Cory Toshida a déclaré que Kenley avait laissé sa voiture et son téléphone portable, sa famille et ses amis. Ils auraient activement cherché à le retrouver venant de sa ville natale de San Angelo. Sa mère, Diana Morris, a déclaré à CBS Austin que son fils avait disparu en campant avec un ami, lequel a signalé sa disparition. Citation, « Nous voulons juste qu'il rentre, pas qu'il reste dehors. Nous pensions qu'il était peut-être perdu, mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous voulons simplement le retrouver et le ramener chez nous, peu importe son état. C'est tout ce que nous souhaitons. » Pour être clair, les recherches en début de semaine ont été très intenses. Nous évoquons des chiens, des bateaux sonars, des plongeurs, un hélicoptère à dispositif thermique et des bénévoles formés au sauvetage au Texas. Et voici quelque chose à noter, ce que la police a dit lundi soir, je cite, « Nous apprécions toute l'aide qui a été offerte par le public. Mais comme il s'agit d'une recherche et d'une enquête en cours et qu'aucune piste criminelle n'a été écartée, nous devons être prudents en autorisant l'aide de personnes autres que des professionnels formés. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je vais en parler dans un instant, mais aussi la piste criminelle n'est pas écartée pour le moment. D'ailleurs, il y avait même des gens qui commentaient cette publication Facebook du service de police de Georgetown, et vous avez vu l'intérêt massif pour cette affaire et l'implication des gens. Ah, il y a eu un commentaire d'utilisateur intéressant. Il s'agissait apparemment de quelqu'un se faisant passer pour le père de Kenley, un utilisateur appelé Tom English. Des discussions en ligne ont eu lieu sur la véracité, mais Tom English affirme « Je suis le père de Kenley ». Il est toujours porté disparu et nous ignorons s'il a rejoint un autre parc, remonté la rivière ou s'il est dans l'eau. Tous les volontaires voulant explorer les bois de Cedar Hollow, Sawyer Park et remonter la rivière sont les bienvenus et très appréciés. Il aurait aussi pu aller vers Garden Falls. Je dis tout cela parce que maintenant, je dois parler de ce qui s'est passé. Nous abordons la dernière version du communiqué du service de police de mardi. Le service de police de Georgetown annonce avec regret avoir retrouvé le corps de Kenley Bomerito dans le lac Georgetown grâce au sonar sous-marin. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Kenley en cette période difficile. Et ils ont ajouté: il s'agit toujours d'une enquête en cours afin d'identifier la cause exacte et les circonstances du décès. En raison du caractère actif de cette enquête, nous ne ferons pas d'autres commentaires pour le moment et nous vous demandons de continuer à coopérer pendant que nous poursuivons l'enquête. Alors voici maintenant la question. Que s'est-il passé avec Kenley? Et saurons-nous ce qui est arrivé à Kenley? Très bien, je voudrais faire intervenir Tracy Walder, ancienne officier des opérations spéciales de la CIA, agent spécial du FBI, contributrice de News Nation et auteur de L'espionne inattendue. Tracy, merci d'être là avec nous. C'est une affaire étrange, nous avons peu d'informations à ce sujet. Cette affaire a un aspect assez étrange. D'après ce que vous avez lu, d'après ce que vous avez vu jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous a marqué? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, j'essaie, c'est le fait que son téléphone et son véhicule aient été laissés sur place. Vous savez, c'est un jeune homme de 18 ans. Je pense que la plupart des adolescents ou des jeunes adultes ont généralement leur téléphone sur eux en permanence, donc je crois que c'était probablement la partie la plus surprenante.
S'il faisait du camping, de la randonnée, peu importe la raison de sa visite à ce camping, j'aurais pensé qu'il avait son téléphone sur lui, même s'il ne fonctionnait pas ou était déchargé. Oui, c'est un aspect étrange de cette histoire, et vous savez, il y a beaucoup de théories différentes sur ce qui aurait pu se passer ici. Trouves-tu étrange qu'il ait fallu autant de jours pour le retrouver? Ou si tu dis, écoute, si tu parles d'un corps retrouvé dans ce réservoir, ce n'est pas inhabituel que cela prenne autant de jours. Et donc que ce soit le sonar qui ait été utilisé pour le retrouver. Parce que tu te demandes si le lac était vraiment l'endroit principal sur lequel il fallait se concentrer. Oui, c'est la partie difficile à dire. Cette zone à Georgetown n'a en fait pas une histoire comme d'autres endroits dont nous avons parlé au Texas, tu sais, dans le Bayou ou à Austin. Il n'y a vraiment pas d'antécédents de nombreux corps retrouvés là-bas. Ce n'est pas une zone de passage, mais de camping. Um, donc, le fait qu'il ait même été retrouvé est évidemment très inhabituel. Juste le fait qu'il y ait eu un corps là-bas est très inhabituel. Ça dépend vraiment de la région, de la quantité de pluie que la zone a reçue, de la quantité, de la rapidité avec laquelle les courants entraient et sortaient de ce réservoir et du lac. Et donc, je pense que ça vient un peu brouiller les pistes, si je puis dire. Je ne sais pas non plus combien de temps cela leur aurait pris, ni si cette eau est claire. Il y a beaucoup plu ici au Texas. Et donc, il aurait probablement été difficile d'identifier un corps là-dedans rapidement. Et à quelle profondeur le corps a été retrouvé. Pouvoir utiliser le sonar pour localiser le corps avec le sonar, c'est intéressant. Honnêtement, c'est typique. Vous savez, juste en termes de... Évidemment, ben, je reviens à la dévastation qui s'est produite l'été dernier au camp Mystique au Texas. Ils ont utilisé le sonar et ils continuent d'utiliser le sonar pour retrouver des personnes. C'est plus sûr, pour être tout à fait honnête, évidemment, on n'a pas besoin de mettre des gens dans l'eau où il pourrait se passer des choses. Et aussi, cela permet de couvrir une zone plus large et c'est mieux pour diriger les ressources et bien gérer ces ressources vers ces zones spécifiques. Comment identifie-t-il maintenant la cause et la manière du décès? Oui, ça va être la partie difficile. Et même dans les affaires d'Austin au lac Lady Bird et dans certains cas du Bayou, nous n'avons pas la manière ni la cause du décès. Et donc, ce que ça me dit, c'est que au départ, quand ils l'ont trouvé, il n'y avait probablement aucun signe évident de la raison de sa mort. Vous savez, pas de blessure par balle, pas de coup de couteau, ce genre de choses. Et donc maintenant, ils vont probablement devoir faire des analyses toxicologiques, ce qui, à mon avis, va évidemment prendre des semaines, voire des mois. S'ils ne peuvent pas, lors de l'autopsie, voir qu'il a un os hyoïde cassé, ce qui indiquerait clairement une possible strangulation, alors évidemment, il s'agirait d'une noyade. Donc, je pense que c'est ça qui va être difficile. Peut-être qu'ils ne pourront pas déterminer la noyade et l'écarter tout de suite comme cause du décès. Il pourrait être difficile de savoir si quelqu'un s'est noyé accidentellement ou s'il a été noyé de force, à moins qu'il n'y ait eu un certain type de traumatisme. Mais si je comprends bien, cela pourrait ne pas être évident au premier coup d'œil. Cela peut nécessiter un examen plus approfondi, et peut-être même que cela ne permettrait pas de déterminer ce qui s'est réellement passé. Oui, car encore une fois, il me semble qu'il n'y a pas, comme tu l'as dit, de signes évidents de traumatisme, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ne sont pas capables de déterminer s'il s'est retrouvé dans cette zone de son plein gré ou non. Et donc, je pense que c'est cet aspect qui va être difficile. Bien sûr, je pense qu'ils savent, vous savez qu'il pourrait y avoir de l'eau dans ses poumons. Je ne sais pas, mais je pense que c'est la partie difficile. Permettez-moi de revenir sur quelque chose que vous avez dit. S'il y avait un signe évident de traumatisme, si vous aviez affaire à une victime qui a été abattue ou poignardée, ou s'il y avait un traumatisme contondant évident, les forces de l'ordre, les autorités, divulgueraient-elles cette information immédiatement ou diraient-elles: écoutez, c'est une enquête en cours. Nous n'allons rien dire pour l'instant, nous allons attendre la cause et la manière du décès. Qu'en pensez-vous? Je pense que la réponse à cela, c'est que ça dépend. Je suis désolée d'être un peu hésitante. Je pense qu'avec tout ce qui se passe au Texas et toutes les spéculations autour, encore une fois, des bayous et du lac Lady Bird, j'espère que s'il y avait un signe évident de traumatisme, la police dirait: Hé, regardez, cela a causé, nous savons qu'il y a eu une cause de décès comme une fusillade, une mort violente, toutes ces choses-là.
Mais c'est encore une enquête en cours parce qu'on essaie de déterminer si c'était un homicide ou, vous savez, un suicide. J'espère qu'ils communiqueront ces informations. Parfois, ils le font, parfois non. Oui, et ils disent moi que c'est une enquête en cours. Ils ne feront pas d'autres commentaires. Ils demanderont une coopération continue pendant qu'ils poursuivent l'enquête. Il y a quelque chose dans la nature isolée de cette zone où il ne semble pas, d'après leurs commentaires précédents, qu'ils croient, disons, qu'il ait été emmené par quelqu'un ailleurs, puis ramené à cet endroit. C'est un endroit simplement pas facilement accessible, n'est-ce pas? Et je pense que cela peut contribuer à, ou limiter, les différentes théories sur ce qui aurait pu lui arriver ou ce qui a pu lui arriver. Je ne crois pas non plus qu'il ait été kidnappé et emmené à cet endroit, tout simplement parce qu'il semble avoir de la famille et des amis qui sont en contact avec lui. Encore une fois, ils sont partis à sa recherche dès le lendemain, donc je pense que s'il avait été enlevé, il s'en serait rendu compte plus tôt aussi. Je pense que cette personne a probablement choisi d'aller dans cette région qu'elle connaissait. C'est un terrain de camping, donc pas totalement isolé, mais bien connu pour camper. Donc, mon intuition me dit simplement qu'il n'a pas été enlevé et emmené dans cette région. Et qu'en est-il de cet ami? Cet ami avec qui il serait apparemment parti? Cet ami qui a signalé sa disparition? J'imagine qu'il a été interrogé? J'imagine qu'il a été la première personne interrogée. Merci, il y a aucun doute. Et c'est en partie pour cela que l'enquête est toujours en cours et qu'ils doivent déterminer la cause du décès. Évidemment, ou pour innocenter totalement l'ami, parce que l'ami n'a pas d'alibi prouvant qu'il n'était pas là, l'ami était présent. Pour moi, cela montre aussi que je ne crois pas qu'il ait été emmené de force. Je pense qu'il était allé là-bas avec son ami. Mais maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un accident? A-t-il glissé et tombé et s'est noyé ici? Ou quelqu'un a-t-il sauvé l'ami mais emmené lui? Ce qui est aussi inhabituel. À quoi ressemble une enquête comme celle-ci? Vous savez, ils disent qu'il s'agit d'une enquête en cours, mais qu'est-ce que cela englobe exactement? Vous avez dit qu'ils examinent la cause, le décès de l'homme, les rapports toxicologiques. Quelles autres preuves peuvent-ils analyser maintenant afin de déterminer ce qui s'est exactement passé? Et encore une fois, étant donné que c'est une zone isolée, ici ce n'est pas comme si c'était au milieu d'une grande ville, à un coin de rue où il y a des caméras partout. Comment se déroule une enquête? Je pense que les téléphones et le véhicule, à mon avis, vont être deux éléments clés dans cette enquête. Je pense que d'abord, écoutez, la couverture réseau n'est pas très bonne là-bas. Je comprends ça. Je ne parle pas de communication en temps réel, vous savez, appels et textos, mais je pense que tous les messages, même ceux des jours précédents tout cela, avant même qu'il soit à ce camping, vont être importants pour comprendre ce qu'il avait en tête, son état d'esprit et ce qui se passait. Je pense aussi qu'ils ont absolument pris le téléphone de son ami. Il n'y a aucun doute qu'ils l'ont saisi et qu'ils sont en train de l'examiner. Mais je pense aussi qu'ils vont examiner son véhicule, ils vont regarder le système de positionnement global à l'intérieur pour déterminer où il a été dans les heures précédant tout cela. Je pense que ça va aussi être important, tout comme l'analyse du véhicule. J'ai vraiment été surpris par l'ampleur des efforts de recherche, n'est-ce pas? Évidemment, c'est une chose que la famille, les amis viennent d'une autre région pour participer aux recherches, et c'est incroyable. Et j'ai une pensée pour la famille qui doit maintenant affronter la réalité. Je veux dire, c'est leur pire scénario. C'est un cauchemar qu'ils doivent maintenant vivre. On parle de chiens, de recherches à pied, de bateaux avec plongeurs et sonar, d'un hélicoptère avec dispositif thermique et de bénévoles formés du Texas Search and Rescue. C'est un effort de recherche vraiment énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce n'est pas encore ça. Évidemment, je vis ici et donc les recherches aquatiques au Texas parce que nous avons la rivière Guadalupe qui est évidemment une zone sujette aux inondations et parce que c'est tellement dévastateur. Um, le Texas est, je sais que cela peut surprendre certaines personnes, en fait très bien équipé pour mener ce genre de recherche. Donc, en fait, je ne suis pas surprise, pour être tout à fait honnête, par l'ampleur de cette enquête, aussi parce que c'est une zone isolée, ils vont utiliser ce type de ressources pour cela. Je comprends que cela puisse sembler étrange à certains, mais cela ne me surprend pas vu les ressources dont nous disposons ici pour les recherches aquatiques. Et cette déclaration des forces de l'ordre, selon laquelle, même s'ils apprécient essentiellement l'aide du public lors des recherches, cela pourrait nuire à l'enquête, cela peut gêner une recherche. Pourquoi?
Pourquoi le dirait-il? Oui, donc cela nous ramène en fait à la dévastation que nous avons connue cet été sur la Guadeloupe, au camp Mystique et dans certains autres camps de cette région. Ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que des civils, par pure bonté de cœur, essayaient de se porter volontaires et d'aider. Malheureusement, ils sont alors devenus des victimes et ont dû être secourus parce qu'ils n'avaient pas l'expérience nécessaire en matière de recherche et de sauvetage appropriée. Et donc, cela entrave vraiment leurs efforts pour préserver les preuves s'ils doivent sortir et secourir d'autres personnes, en particulier lors des recherches aquatiques. Je pense sans certitude, mais d'après ce que j'ai vu, c'est sans doute pourquoi ils demandent au public de rester sur place. Tracy, avant de vous laisser partir, quand pensez-vous que nous aurons plus de réponses de la part des forces de l'ordre sur ce qui lui est arrivé? Ils attendent sûrement les résultats toxicologiques, ce qui prendra malheureusement 2 à 3 semaines. Je comprends, tu sais que tout le monde, y compris sa famille, souhaite des réponses plus rapides, mais c'est mon avis. La famille sera-t-elle informée avant le public et les médias? Je l'espère, ils devraient être prévenus avant le public et les médias. Tracy Walder, merci pour votre temps. Je vous en suis très reconnaissant. Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent cette famille. C'est une nouvelle très récente et dévastatrice, devenue leur nouvelle réalité à gérer. Nous resterons vigilants. Merci beaucoup, Tracy. Je vous suis très reconnaissant. Merci, Jessie. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Retrouvez-moi sur X ou Instagram. Ici Jesse Weber, à bientôt.